Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 14e émission spéciale Covid-19 par Chronos déjà. D'abord, je voulais vous dire un truc, merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux de Chronos, Facebook et Twitter. Franchement, nous sommes très très agréablement surpris par cette bienveillance, par autant de bienveillance. Et je vous cache pas qu'en période de confinement, ça nous fait très chaud au cœur, ça c'est dit. Avec nous aujourd'hui Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise et ici chez nous à Chronos. Salut Nico. Salut Sylvain, bonjour président. Et puis un invité de Bonjour. choix, Eric Borghini, le président de la Ligue Méditerranée de football. Bonsoir président. Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est désormais officiel, la saison 2019-2020 est terminée. Plus de matchs en National 2, National 3, futsal D2 féminine et les échelons inférieurs du football amateur. Est-ce que c'était une décision inévitable, président ? Alors, c'était probablement la décision la plus importante que nous ayons eu à prendre en comité exécutif de la fédération depuis 10 ans. La préoccupation essentielle de la Fédération française de football en raison de l'épidémie qui évidemment accable notre pays, c'est bien entendu les préoccupations sanitaires, la protection des joueurs, la protection des enfants et entendu la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Donc ça a été notre préoccupation première qui a vraiment mobilisé toute l'énergie de la fédération et de ses ligues et de ses districts. La fédération, parce que elle est une fédération agréée, une fédération reconnue d'utilité publique, évidemment suit de très près les décisions gouvernementales. Et c'est la raison pour laquelle, tant qu'il n'y avait pas la décision le 12 mars annoncée par le président de la République de procéder au confinement du pays, nous avions tout fait pour essayer que les compétitions puissent aller jusqu'à leur terme. Et même à partir du 12 mars, on a gardé l'espoir que l'épidémie serait maîtrisée le plus rapidement possible et qu'on pourrait reprendre l'activité football. Pourquoi ? Parce que le football, c'est 2 200 000 licenciés, c'est 15 000 clubs qui maillent toute la France, tout le territoire national. Et il y a un impact social, sociétal du football qu'on ne peut ignorer. D'ailleurs, la préoccupation sociale est au cœur de la délégation de mission de service public qu'a reçue la fédération. Et c'est même au cœur de l'ADN de notre fédération. Donc, pour tout ça, on a pris le temps, on a espéré jusqu'au bout qu'on puisse faire à nouveau jouer les gamins et faire à nouveau jouer, reprendre nos compétitions. Mais alors attendez, parce que cette décision, elle était donc, si je comprends bien, inévitable, mais elle est assez tardive, notamment, alors, au vu de ce qu'ont fait d'autres fédérations, celle de basket par exemple, ou celle de hand, qui, bon, ont réfléchi 15 jours, et puis après, terminé, et ont proposé au club, bon, certes, il y a moins de licenciés au basket qu'au foot, mais bon, quand même. Pourquoi Oui, bien sûr, ce sont de grandes fédérations, bien entendu, le basket, le hand, le rugby, oui. Toutes ces fédérations sont de grandes fédérations, mais c'est sans commune mesure avec quantitativement ce que représente la Fédération française de football. Et je vous répète, l'impact social qu'a le football pour l'éducation de la jeunesse, pour l'activité, si vous voulez, sportive de tous nos licenciés. Et c'est vraiment, on a espéré pouvoir jusqu'au bout reprendre les compétitions, quitte même à ne pas aller jusqu'au bout, puisque nous, notre deadline, c'était le 30 juin pour les amateurs. Pour les pros et pour le National 1, ils peuvent dépasser le 30 juin. Mais en revanche,
Pour les amateurs, c'est pas possible. C'est vraiment la date limite, c'est le 30 juin. Parce qu'au 30 juin, les licences ne sont plus valables, il y a des problèmes de qualification, il y a des problèmes de mutation. Et puis, on ne peut pas prolonger les championnats au-delà du 30 juin parce que les amateurs travaillent. On ne peut pas imposer à des joueurs amateurs de jouer en semaine, par exemple. Parce que les gars, ils travaillent. Donc, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, une fois qu'il a été... Oui, Nico. Président, c'était pas possible du coup de jouer ces rencontres, de disputer ces rencontres à huis clos, je pense notamment en National 2 ou National 3 où il y a de l'enjeu quand même. Alors, en ce qui concerne le National 2 et le National, pardon, on a été confronté à une difficulté que nous n'avons pas rencontrée en National 1. En National 1, les clubs se sont mis d'accord et la fédération, elle a accompagné en quelque sorte la décision des clubs. Ils ont décidé de continuer à jouer. En revanche, en National 2, jusqu'à hier après-midi, il y a eu une réunion de la dernière chance, les clubs étaient très divisés entre eux. Il y avait ceux qui voulaient continuer, il y a ceux qui voulaient arrêter. Donc, à un moment donné, on est pris, nous aussi, par le calendrier, et il fallait décider quelque chose. Et donc, à partir du moment où il n'y avait pas d'accord entre eux, la décision a été prise de traiter clubs amateurs de la même manière que les clubs amateurs des ligues et des districts, en appliquant la même chose. Et c'est pour ça qu'on a arrêté les championnats de National 2 et de National 3, avec bien entendu tous les désagréments que cela comporte, y compris d'ailleurs aussi pour les compétitions de ligue et de district, parce que vous le savez, en la matière, il n'y a pas de solution satisfaisante pour traiter ensuite le sort des championnats. Il n'y a aucune solution qui emporte l'unanimité et toutes ont des défauts. Notre préoccupation, évidemment, elle a été de trouver la solution la moins injuste possible. Difficile, parce qu'il n'y a pas de solution idéale. Alors, boussole, ça a été quoi? Ça a été l'intérêt général et le principe d'égalité. Les générales ne se font pas avec l'intérêt particulier de chaque club pris individuellement. L'intérêt général dépasse les particuliers de chaque club. On a reçu des centaines de mails à la Fédé, dans les ligues, dans les districts aussi. Chaque club a proposé sa solution, mais sa solution, souvent, elle intéressait le club qui la faisait. C'est-à-dire que la solution qu'ils proposent, grâce à cette solution, oui, ils ne descendaient pas, ou ils montaient, ou ils accédaient. On ne peut pas raisonner comme ça, même si c'est cruel, même si c'est difficile, même si ça crée des frustrations, mais on a été obligé de garder l'intérêt général de l'ensemble du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle on a pris, sur laquelle je pourrais revenir bien entendu tout à l'heure avec vos questions, et surtout, il nous fallait trouver un critère qui soit applicable sur l'ensemble du territoire national, partout pareil. D'où la décision qui a été prise. La décision donc d'arrêter les championnats une fois que la décision est prise au 13 mars. Pourquoi le 13 mars? Parce que le 13 mars, c'était la date où Noël Le Graët avait annoncé la suspension des championnats. Donc on est reparti du classement. On s'en souvient de cette date. Hein. Je vous cache pas, Président, qu'on va s'en souvenir un petit moment, nous, chez nous, pour Chronos. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui, parce qu'on devait se faire Moulins-Isère FC Annecy le samedi qui suivait. D'accord. Oui, effectivement, oui. Donc tout était prêt, voilà. Annecy qui accède en National 1, je crois. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est ça. C'est la double peine. Ouais. Et donc 13 mars. Ensuite, application du système dit du quotient, c'est-à-dire le nombre de points divisé par le nombre de matchs. Pourquoi? Parce que c'est là où on dit la solution qui, sans être satisfaisante complètement, est la moins injuste, parce qu'elle permet de lisser le championnat et de tenir compte, de prendre en compte les matchs qui ne se sont pas joués. Et sur ce classement définitif, la fédération a décidé, pour amortir un petit peu le choc, d'imposer plus exactement, parce que chez nous, par exemple, en Méditerranée, c'était 2 descentes obligatoires. Eh bien, ça ne sera qu'une descente.
La fédération a dit une seule descente, mais obligatoire, dans tout le pays, sur tout le territoire. Pourquoi une descente? Parce qu'il y a un article des règlements de la fédération qui dit que dans tous les cas de figure, le dernier de la poule ne peut jamais être repêché. Donc, il y a toujours, c'est obligatoire qu'il y ait au minimum une descente, mais pas plus. Alors que dans certaines ligues, il pouvait y avoir 2 ou 3 descentes selon les différents championnats et les différents règlements. En revanche, application des règlements existants et votés en Assemblée générale des clubs quand même, pour ce qui concerne les montées. Alors, exemple, en Méditerranée, c'est souvent 2 montées. Et dans les districts aussi, c'est souvent ça. Donc, 2 montées et une seule descente. Voilà, si vous voulez, Alors, moi j'ai une question justement sur général a été évoqué. J'ai une question sur les montées. Et si jamais oui. un club de National 3, par exemple, refuse de monter? Alors, s'il refuse de monter... Je citerai personne, mais c'est la réalité, c'est possible, elle est tangible. Ça pourrait arriver, oui. Ça pourrait arriver. Mais ça peut se produire aussi de la Ligue, avec la Ligue et les districts. Il y a peut-être des clubs de district qui ne voudront pas accéder en Régional 2 et des clubs de R2 qui, pour des raisons, par exemple, économiques ou autres, ou parce qu'ils n'ont installation, enfin peu importe, ne refusent d'accéder en R1. Bon. Donc, dans ce cas-là, eh bien, chaque règlement particulier, dans les ligues, dans les districts et naturellement à la fédération, prévoit ce qu'il y a lieu de faire. Et au cas particulier, on examine la situation de chaque club qui refuse d'accéder et on voit comment on fait pour repêcher ou faire monter celui qui est immédiatement derrière ou alors repêcher quelqu'un qui devait descendre. Enfin, ça dépend des différents règlements et des différentes compétitions. Voilà. Parce que depuis le début de ces émissions spéciales Covid-19, on sent quand même beaucoup d'inquiétudes, voire quelques angoisses chez les joueurs et les dirigeants sur la question de la pérennité financière des clubs. Alors, dans le communiqué de la FFF, il y a des mesures de soutien massif qui vont être prises. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, massif? Je comprends ce que ça veut dire. Ce que j'aimerais bien entendre, c'est le montant. Alors, le montant, il n'est pas encore connu pour la raison que je vais vous expliquer. Mais auparavant, le GRAET a, immédiatement d'ailleurs, dit que, bien entendu, la situation financière des clubs serait prise en compte et qu'il allait créer un fonds de solidarité du football qui sera abondé par la fédération, par les ligues, par les districts. Il va y avoir un certain nombre, je pense, de millions d'euros qui seront, qui abonderont. De dizaines de millions d'euros. Parce que là, si par exemple, sur 14 000 clubs, on prévoit un fonds de 1,4 million, ça ne fait que 1 000 euros par club. Donc autant dire que dalle. Non, il n'y aura pas plusieurs dizaines de millions, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais il y aura certainement plusieurs millions d'euros qui abonderont ce fonds. Pourquoi on ne peut pas être plus précis aujourd'hui? Parce que aussi bien les ligues que les districts et que la fédération sont en train de faire les comptes. La fédération attend le comité exécutif de l'UEFA qui va se dérouler jeudi prochain à midi pour savoir quel va être le sort réservé aux championnats professionnels de toute l'Union européenne et également le sort des équipes nationales. Parce que, comme vous le savez, les principales recettes de la fédération proviennent de notre équipe de France, de l'équipe nationale. Donc, il faut voir notamment avec des partenaires de l'équipe de France. De tout ce qui tourne autour de l'équipe de France, c'est-à-dire les droits télé associés à la diffusion des matchs de l'équipe de France, le sponsoring, les partenaires qui, évidemment, sont en contrat avec la fédération, mais par rapport à l'équipe de France. Donc, ce sont des recettes très importantes pour la fédération. Et si on ne peut pas jouer les 4 matchs de l'équipe de France qui restent à jouer, on est sur de lourdes pertes pour la fédération. Évidemment, dès que nous aurons clarifié ce point, il sera beaucoup plus facile de faire une projection sur les recettes de la fédération et de dégager de l'argent de manière plus précise pour ce fonds de solidarité. Et pareil pour les ligues et pour les districts. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir bien présent à l'esprit, c'est que avec l'arrêt des championnats
depuis le 13 mars, je ne parle pas pour le national, parce que le national, il y a beaucoup de frais, c'est vrai, notamment le national 1, mais même le national 2, le national 3, il y a des frais. Mais des pour frais les de déplacement, compétitions, les joueurs. les frais de déplacement, oui, les joueurs qui sont sous contrat, les éducateurs, les entraîneurs, le personnel, etc. Donc il y a des frais importants pour les clubs du national, 1, 2 et 3. Encore que, grâce aux mesures gouvernementales, quand vous avez des joueurs sous contrat, ils peuvent être placés en chômage partiel. Et donc, les clubs ne payent plus les salaires. Pareil pour les éducateurs. Les frais de déplacement, depuis le 13 mars, il n'y en a plus. Et quand on additionne tout cela, et spécialement dans les clubs purement amateurs, district et ligue, vous ajoutez également les amendes liées au carton jaune, au carton rouge et aux amendes administratives qui sont infligées par ailleurs. Vous ajoutez à cela les frais d'arbitre, les frais d'arbitrage, les frais de délégués qui ne sont plus évidemment réclamés. Il y a quand même, en termes de trésorerie pour finir la saison, un certain équilibre. Alors c'est vrai que la plupart des clubs n'ont pas pu faire leur tournoi de Pâques, tournoi de l'Ascension, ça c'est vrai. Mais ils ont aussi pas mal d'économies. Donc quand on regarde les deux, on fait un peu la balance, on est encore dans quelque chose de supportable pour ces clubs amateurs qui n'ont pas les mêmes frais que bien sûr les clubs du national. Eh bien, de plus en plus, les clubs, comme la Ligue d'ailleurs, parce que la Ligue aussi, elle a un club des partenaires, et nous aussi, impactés très directement par, cette perte. Le manque à gagner. Qui fait que on manque à gagner, on n'est pas sûr de pouvoir récupérer tous ces partenariats. Et j'ajoute que certains clubs sont en difficulté de trésorerie aussi, parce que les subventions municipales, par exemple, n'ont pas pu être payées. Pourquoi? Parce qu'avec les élections municipales, il y a certaines mairies qui n'ont pas été renouvelées. Il y a un deuxième tour à organiser. Et même les mairies où le maire a été élu ou réélu du premier coup, comme il y a le confinement et que les conseils municipaux ne peuvent pas se réunir, eh bien, les délibérations ne peuvent pas être prises. Et donc, le maire ne peut pas débloquer les fonds de la subvention pour les clubs concernés. Alors, certes, ça, c'est juste un décalage, parce que dès que les conseils municipaux pourront se réunir, les délibérations vont être prises. Mais enfin, il y a un petit souci de trésorerie qui sera compensé un peu plus tard, mais qui peut gêner les clubs. Donc tout ça, nous en sommes parfaitement conscients. Que la DNCG soit plus clémente, Président ? Alors, en ce qui concerne la DNCG, premièrement, les délais pour produire les documents nécessaires pour examiner la comptabilité des clubs. S'ils n'ont pas été prolongés, ça veut dire si les clubs doivent toujours remettre les documents dans les délais. En revanche, les amendes qui sont associées à ces défauts de production ne seront pas prononcées. Évidemment que la commission va être beaucoup plus clémente et beaucoup plus indulgente que si un club se présente avec un déficit, mais que le déficit date d'avant l'épidémie, ou si le club est de mauvaise foi. Donc, ça va être vraiment, là encore, des cas examinés de très près et au cas par cas et avec beaucoup de minutie, beaucoup de précision, pour que tout soit pris en compte, et en partie que les clubs de bonne foi qui subissent de plein fouet l'épidémie ne soient pas sanctionnés au titre du contrôle de gestion par la commission compétente, que ce soit la fédération ou que ce soit à la Ligue. Bon, alors, attendez, nous en Ligue de Méditerranée. Oui. Moi j'avais une question sur un peu bête, peut-être. Des fois je pose des questions bêtes, hein, ça m'arrive. Et pourquoi le championnat national n'est pas concerné? Le national 1, on entend. Et pas concerné par quoi? Par l'arrêt définitif aujourd'hui de la compétition. Alors, premièrement, parce que les clubs ont voulu majoritairement continuer le championnat. Et aussi pour des raisons financières, parce que c'est la préoccupation des clubs. Vous savez, le budget d'un club national 1 est un budget extrêmement important, et les clubs voulaient terminer le championnat pour essayer de remplir le contrat en quelque sorte, et d'aller jusqu'au bout. Bien. Donc c'était une volonté des clubs. Ensuite,
il y a un enjeu majeur avec le National 1, c'est la montée en Ligue 2. Oui. Et le barrage aussi, entre le 18e de Ligue 2 et le National. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux financiers sans commune mesure avec les enjeux financiers qu'il peut y avoir dans un championnat de district ou dans un championnat de ligue. Et c'est la raison pour laquelle le maximum a été fait par les clubs et bien sûr par la fédération qui les accompagne pour que ce championnat puisse aller jusqu'à son terme. Mais si jamais il y a une deuxième vague d'épidémie, comme certains nous le prédisent, ou qu'il y a une aggravation de la situation, et là, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. C'est sûr que voilà, on navigue un peu à vue. Hein. Président, d'un point de vue strictement d'observateur, du coup, on a l'impression d'avoir des championnats à deux vitesses. En gros, il y a les championnats qui ont les droits télé, donc eux, on les arrête pas parce que bon, il y a du pognon. Pour parler vulgairement, pardon, mais il y a ceux où il n'y a pas grand-chose à gagner, quelques cacahuètes et quelques parts de pizza à la buvette, et là, par contre, ça peut s'arrêter. C'est pas tout à fait comme ça que je présenterai les choses, parce que dans la réalité, en fait, c'est pas ça. C'est que, comme je vous l'ai dit, pour les championnats amateurs, il y a une deadline impérative qui est le 30 juin. Donc, avec la meilleure volonté du monde, en l'état actuel de la situation sanitaire du pays, on n'aura pas terminé au 30 juin. Donc, la décision a été prise d'arrêter les championnats à cause de ça, et pas uniquement parce que les enjeux financiers sont moins importants. Encore que, ils présentent aussi, on en parlait tout à l'heure, une certaine importance pour les clubs concernés, à tel point que je vous disais que l'arrêt des championnats leur fait faire des économies et évite la catastrophe complète du dépôt de bilan. Donc il y a quand même, on est obligé de tenir compte de certaines réalités on voudrait peut-être qu'elles soient moins prégnantes, surtout dans le football amateur, mais malheureusement c'est comme ça, c'est la réalité. Et il faut être aussi parfois pragmatique et donc faire face et tenir compte de ces réalités que nous évoquons. Évidemment, en championnat professionnel, bon là c'est complètement différent, c'est le professionnalisme, c'est différent, et le National 1, qui est la porte d'entrée vers le professionnalisme, c'est pareil. Il y a des enjeux financiers extrêmement importants, et comme eux peuvent dépasser la date du 30 juin, le pari est fait de continuer et d'essayer de terminer le championnat comme on l'aurait fait si la situation avait été normale et si le pays n'avait pas subi cette épidémie dramatique du Covid-19. Nico. Moi j'avais juste, du coup, bon, vous avez répondu de toute façon, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, ça creuse finalement un fossé considérable entre les deux. Oui, mais écoutez, je vous parle... Franchement, d'abord, j'ai pas l'habitude on vous en remercie de faire de la langue de bois. Il y a quand même quelques dizaines d'années qu'on sait que c'est pas le même football entre le football professionnel et le football amateur. Vous prenez le budget d'un club de Ligue 1, même le plus petit budget d'un club de Ligue 1, il est sans commune mesure avec le budget d'un club amateur. Et même d'un club de National 2 ou voire de National 1. On boxe pas dans la même catégorie. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, continuer à vivre sur des fictions qui sont malheureusement aujourd'hui dépassées. Ce qui est vrai, c'est que le football est universel. Ça, c'est vrai. C'est le même football qu'on joue sur le terrain, qu'on soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel. Ce sont les mêmes lois du jeu. Ce sont les mêmes arbitres. Alors, évidemment, qui n'évoluent pas au même niveau, qui n'ont pas les mêmes enjeux et la même manière d'arbitrer, mais ce sont les mêmes lois du jeu. Et le président de la Commission fédérale des arbitres que je suis est bien placé pour vous le dire. Pour terminer, est-ce que la date du championnat, des championnats est fixée ? La date de reprise du championnat, des championnats. Sachant que je crois que c'est le 23 pour les pros. Hein. La Ligue de football professionnel s'est déjà prononcée et c'est le 23 pour la Ligue 1 et la Ligue 2 apparemment, le 23 août. Alors,
Oui, 22 août pour la Ligue 2, 23 pour la Ligue 1 et 17 juillet, je crois, pour la reprise des entraînements. Et pour le National 2, bon, parce là que aussi, ça va être en fonction des modalités. Vous savez que le National 2, pour nous, c'est le meilleur championnat du monde, hein, le National 2 groupe D. Est-ce que vous savez? Oui. Non, pas encore. Pas encore pour le national. Là, on n'a pas encore j'ai pas encore les dates. J'ai que pour les championnats professionnels et même pour nous en ligue, c'est pas encore fixé. Puis je vais vous dire aussi, ça va dépendre aussi des modalités du déconfinement. Oui. Parce que le 11 mai, le président a annoncé en principe la fin du confinement. Très bien. Mais il n'a pas encore dit les modalités du déconfinement. Et là, on entend beaucoup de choses à la télévision, à la radio. Alors, vous savez, je suis très très prudent sur les dates de reprise. Tout est subordonné, je le répète encore, à comment la sortie d'épidémie sera gérée. Et on en revient pour conclure, puisque vous m'annoncez que c'est la fin de notre entretien. Oui. On pourrait discuter longtemps. Mais... À notre point de départ, oui, bien sûr. Entre passionnés, on pourrait passer des nuits et des nuits à parler de football. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On en revient à notre point de départ, c'est-à-dire que tout repose sur la santé, et c'est d'ailleurs au cœur des préoccupations de la fédération. On ne sacrifiera jamais la santé des joueurs pour la compétition. Jamais. Et la santé, bien entendu, des supporters et de tout l'environnement qui font partie, tout cet environnement qui fait partie des acteurs de notre football. Bon, j'espère que pour vous, ça se passe bien quand même, le confinement. Je suppose que vous enchaînez les visioconférences. Alors, j'enchaîne les visioconférences parce que, pour ne rien vous cacher, moi, je fais partie de la population à risque, puisque j'ai subi au mois de novembre une greffe importante, et donc je suis actuellement sous immunodépresseur, qui fait que je n'ai plus d'immunité, et donc il faut que je sois évidemment extrêmement prudent par rapport à ce virus. Mais fort heureusement, le cerveau n'est pas atteint, ce qui me permet de travailler, et j'allais dire, je travaille peut-être encore plus maintenant que quand j'étais à mon cabinet d'avocat, parce que c'est du matin au soir, du soir au matin, mais quand je dis le matin, ça commence à 4-5 heures du matin, hein. Et j'enchaîne les mails, les textos, les vidéos, voilà. Là, j'y suis depuis ce matin, hein, depuis à peu près 4h30, 5h ce matin, que je suis à mon bureau ici, chez moi, et j'arrête pas. Et j'ai pas fini, pour tout vous dire. Après notre entretien, c'est pas terminé. Bon, alors nous, on se contente modestement de faire une vidéo par jour pour entretenir le lien avec les acteurs du monde amateur. Merci en tout cas de nous avoir, d'être venu chez nous, hein, d'être venu chez Nicolas, chez moi. Merci beaucoup de ce long entretien qui j'espère éclairera. Merci, c'était très intéressant. Ou en tout cas mettra un terme à certaines inquiétudes. Et puis après, c'est sûr. Je l'espère. Ça risque d'être un peu compliqué parce que personne ne sait vraiment comment ça va se passer, ni vous, ni nous. Ni nous, exactement. Belle soirée, Président, à bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.